Mon père, c'était tout pour moi, c'était mon univers, c'était tout ce qui pouvait graviter de plus beau autour de moi. En fait, c'était la plus belle personne en moi, c'était mon père. Donc elle rentre sans lui et je reste sans nouvelles de lui. Ça devient compliqué, c'est-à-dire que je me dis mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Je voulais savoir qu'est-ce qu'on lui avait fait. Je comprenais pas. Comme un polar sombre, l'histoire de Karen commence dans l'angoisse et le désespoir. Son père, Roger Bendesson, l'homme qui l'a élevée, l'être le plus proche d'elle, son père, a disparu. C'est comme effacé de sa vie, sans qu'elle sache pourquoi, sans qu'elle sache vraiment s'il est vivant ou mort. Elle ne sait pas qu'elle a été trompée. Mon père, c'était un bel homme qui était assez grand de taille, assez carré d'épaules, qui avait beaucoup de charisme. Quand il rentrait dans une pièce, on voyait souvent que lui. Roger était quelqu'un d'épicurien, quelqu'un de généreux avec son entourage, quelqu'un qui aimait partager. Mon père, il a été marié pendant peut-être 20-25 ans. Et donc, de cette union, il a eu moi et mon frère. Et puis par la suite, il a divorcé. Après le divorce de mes parents, j'ai plus vu ma mère. Donc mon père, c'était devenu mon père, ma mère, mon frère, mon meilleur ami. C'était beaucoup de choses pour moi. Il avait vraiment rempli ce rôle à la perfection de papa gâteau. Karen et Roger étaient très très proches l'un de l'autre. Je pense qu'ils se ressemblaient beaucoup au niveau personnalité et ils se reconnaissaient l'un dans l'autre. Et ça formait quelque chose de très fusionnel. Mon papa, oui, il était joaillier parisien. Il était fabricant de bijoux, il vendait aussi des bijoux anciens. C'est un self-made man, il a commencé par être antiquaire, et un antiquaire de très bon niveau. Il a fini par se spécialiser dans les pierres précieuses, la joaillerie. Il a ouvert une boutique de joaillerie au Louvre des Antiquaires. Il avait la plus belle vitrine du Louvre, il avait toujours des nouveautés, il s'attelait vraiment à avoir la plus belle vitrine du Louvre. Il avait beaucoup de goût et puis il aimait ce qu'il faisait. Il fabriquait des bijoux de grand luxe. Hein. Il fabriquait pour les grandes maisons parisiennes de la rue de la Paix, la place Vendôme. C'est quelqu'un qui a su, à la force du poignet, se faire une très belle situation. Roger Bendesson bénéficie ainsi de revenus très confortables, près de 20 000 € par mois. Après un divorce difficile, il a élevé seul mais bien ses deux enfants, David et Karen. Tout semble lui réussir, mais en 1992, il a 43 ans, sa vie jusqu'ici tranquille va être profondément bousculée. C'est un bel homme, élégant, qui aime paraître, et qui fréquente les cercles de jeu parisiens. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a été amené à rencontrer une jeune femme, à l'époque âgée d'une quarantaine d'années, Fatima Amechad Cronier. C'est une femme grande, brune, élancée, qui est très élégante. C'est une vraie beauté. C'est une jolie femme, oui. Elle arrive, il voit une belle femme assez féminine, bien habillée, élégante. C'est ce qu'elle représentait, c'est ce qu'elle dégageait à l'époque. Assez classe, toujours des beaux vêtements, toujours coiffée, toujours maquillée. C'est sûr qu'elle attire le regard. C'est un véritable coup de foudre. Il tombe amoureux d'elle et elle, apparemment également. Et ils décident rapidement de vivre ensemble. Et le couple s'installe dans le 16e arrondissement, l'un des plus beaux quartiers de Paris, précisément rue Fraissinet. Pour Fatima, c'est une nouvelle vie qui commence. Fatima habitait dans un petit quartier populaire dans le 10e arrondissement. Et il l'a fait aménager dans le 16e, dans un très bel appartement luxueux, très bien meublé, avec les plus belles choses qui soient, où il a fait une tonne de travaux justement pour que tout soit au goût de Fatima. Il lui apporte une sécurité financière, une véritable aisance. Et véritablement, pour elle, c'est une ascension sociale que de refaire sa vie avec Roger Bendesson. Mon père avait des revenus mensuels très confortables, il aimait voyager, il aimait toujours faire plaisir aux gens. Donc les bons restaurants, c'est quelqu'un qui aimait profiter de la vie. Et effectivement, beaucoup de voyages à l'étranger, les grands hôtels, les grands restaurants, une vie véritablement aisée.
Mon père, je le vois vraiment très amoureux d'elle, c'est-à-dire je le vois la regarder avec les yeux d'un homme amoureux. Enfin, un homme qui regarde une femme et qui est amoureux d'elle, ça trompe pas, ça trompe pas, et ça trompe pas surtout une personne comme moi qui le connaît très bien. Roger est littéralement subjugué par Fatima. Pour lui, c'est la femme parfaite. En revanche, sa famille à lui est beaucoup plus réservée. Fatima, moi quand je l'ai rencontrée, j'avais aucun a priori. Quelqu'un d'agréable, souriant. Ça s'est gâché très très vite. Et tout de suite, j'ai senti une personne à l'époque, une personne assez malsaine. Sa manière de s'imposer, sa manière d'être, sa manière de surjouer, d'en faire trop, je n'ai pas du tout aimé son comportement. C'était séduire la fille pour séduire le père. C'est un peu Fatima qui le guidait, le dirigeait sans véritablement qu'il ne s'en rende compte. On s'est rendu compte très vite que tous les gens qui entouraient Roger la gênaient. Et au fur et à mesure, elle a réussi à éloigner tout le monde de Roger. Et là, elle a commencé à faire des histoires entre moi et mon père, essayer de diviser pour mieux régner. Malgré les réticences de ses proches, Roger Bendesson continue de projeter son avenir avec Fatima. Le couple va s'aimer ainsi avec la même ardeur pendant 10 ans, mais au début des années 2000, l'image de ce couple apparemment parfait va s'effriter. Mon père commençait à ouvrir les yeux. Son charme magnétique qu'elle avait auprès de lui n'opérait plus. Là, il commençait à voir vraiment tout ce qui se passait autour, à voir qu'elle était manipulatrice. Il commence à voir qu'elle a fini par éloigner tout le monde de lui. Elle se révèle sous son véritable visage, ça fait des clashs et on en arrive à une situation où la rupture est proche. Et comme les problèmes n'arrivent jamais seuls, Roger va rencontrer à la même période des difficultés professionnelles. Sa situation financière se détériore de plus en plus. Il développe un projet informatique en fait, de logiciel concernant la bijouterie et la joaillerie. Et ce projet lui pompe beaucoup d'argent, d'énergie. C'est un gouffre financier tant que le logiciel n'est pas sorti et n'est pas commercialisé. Cette société qui s'appelle MethodSoft est une société qui n'a jamais rencontré le succès escompté. C'était même pire puisqu'elle a coûté beaucoup d'argent à M. Bendesson. Ses affaires ont commencé à battre de l'aile et il voulait trouver une solution de se refaire. Et cette solution, c'est Fatima qui lui a apporté. Elle lui parle d'une affaire de lingots d'or vendus à moitié prix, qui serait par le biais d'un boucher qu'elle connaît. Un boucher berbère dont le frère possédait une quantité impressionnante de lingots d'or au Maroc, que ce frère aurait disparu dans un accident de voiture et que ce boucher berbère était prêt à lui vendre à la moitié de sa valeur. Et donc je sens mon père attiré par cette affaire. Alors que quelque part dans la logique des choses, quel est l'imbécile qui vendrait un lingot à moitié prix? Et en plus, une histoire un peu abracadabrantesque de lingots par un boucher au Maroc, ça avait pas l'air de tenir debout. Tout le monde en a parlé à Roger en lui disant « c'est bizarre cette affaire, ça t'interpelle pas ». Roger a même répondu à Rafi « de toute façon, ne t'inquiète pas, je ne pars pas avec de l'argent là-bas, je vais pourvoir et de toute façon, le règlement se fera après ». Donc il n'y avait aucun danger pour lui, quoi. Et il me dit textuellement, en fait, avant de partir, tu sais, c'est mon refait et je vais être beaucoup mieux quand on va rentrer. Et il me dit qu'il part 2-3 jours. Cette histoire de lingots d'or vendus à moitié prix, c'est bizarre, n'est-ce pas? Mais pour lui, ça peut être l'affaire du siècle, une affaire qui doit lui rapporter 1 million d'euros. Roger et Fatima sont donc partis pour le Maroc le 30 avril 2002. Ils étaient censés s'absenter 2 ou 3 jours. Oui, mais justement. Effectivement, au bout de 2-3 jours, elle revient. Mais lui ne revient pas. J'ai tout de suite pensé qu'il y avait un gros problème. Je ne comprenais pas. Donc à partir du moment où elle rentre sans lui, j'essaye fatalement d'appeler mon père. Et là, je m'aperçois que c'est elle qui a son portable. Donc je ne pouvais pas joindre mon père. Elle déclare qu'elle est toujours la seule à avoir Roger au téléphone, qu'elle l'a tous les jours pratiquement. Personne d'autre ne pouvait le joindre. C'était la seule personne qu'il voulait joindre. Quand je lui dis mais je suis inquiète, qu'il m'appelle, ne m'appelait pas, je trouvais ça pas normal. Mon père m'aurait jamais laissé même inquiète une demi-seconde.
Elle fait comme si elle était la seule initiée, la seule qui savait, la seule qui avait un contact privilégié avec Roger. Elle fait aussi comme si le père ne voulait plus parler à ses enfants. Madame Fatima Enshan n'a pas à s'alarmer ou à inquiéter qui que ce soit, même pas elle-même, puisque Monsieur Bindesson est allé faire un voyage d'affaires et point. Point. Il n'y a rien d'alarmant à cela. Et il doit rentrer et donner des nouvelles de lui bientôt. Voici ce que raconte Fatima. Le 2 mai, j'ai accompagné Roger à Ceuta, la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Il devait, poursuit-elle, terminer la transaction sur les lingots d'or en Espagne. C'est pour ça d'ailleurs, continue Fatima, que j'ai son portable. Il me l'a confié car il préférait s'en acheter un en Espagne. Karen n'y croit pas trop, elle est surtout très inquiète, car tout cela n'explique pas pourquoi son père ne lui donne plus aucune nouvelle. Harcelée de questions, Fatima va alors lui donner une autre explication, en fait, bien plus inquiétante. Elle commence en fait en essayant de me faire peur, donc de me dire que mon père a des gros problèmes avec des voyous en fait, et pas des voyous quelconques, des gros voyous. Elle me dit, tu sais, c'est des gens très dangereux, il essaye de se cacher, il ne faut pas qu'on le retrouve. Votre père a des ennuis, il a des problèmes, il ne veut pas qu'on l'appelle, il veut parler avec personne. Sa seule interlocutrice, c'est moi. Et je lui dis, mais il n'y a pas de problème, il y a la police quand même qui est là pour protéger les gens et puis pour faire en sorte que s'il y a un problème, il faut les appeler. Elle me dit, ah non, si tu appelles la police, en fait, ton père, ce qu'il a fait, c'est pas clair, c'est pas bien, donc il va finir en prison. Donc qu'est-ce que tu préfères? Voir ton père en prison ou savoir ton père en liberté, mais tu sais pas où il est? Elle a fini par se convaincre que son père, qui n'avait jamais eu de problème judiciaire, du jour au lendemain, à un âge déjà certain, se trouvait dans des difficultés énormes qui faisaient qu'il disparaisse de la circulation. Elle jouait sur quelque chose sur lequel elle pouvait jouer, c'est-à-dire l'amour que je portais à mon père, enfin l'amour que je portais pour mon père. Et cet amour-là faisait que je me suis dit, ben oui, je ne vais pas voir mon père en prison. Mais qu'aurait bien pu faire Roger Bindesson pour se retrouver dans un tel danger? Alors finalement, Fatima explique à Karen que la transaction des lingots d'or était en réalité illégale et qu'elle aurait mal tourné. Mais surtout, dit-elle, il ne faut pas prévenir la police. À moitié convaincue, Karen fait donc encore confiance à Fatima. Elle veut croire que son père va régler ses problèmes et rentrer bientôt à la maison. Du moins, elle l'espère. 15 jours après la disparition de mon père, mon oncle, en feuilletant une gazette de l'hôtel Drouot, s'aperçoit que la montre que mon père avait toujours au poignet est mise en vente aux enchères. Mon compagnon voit la montre de son frère, sa montre personnelle, celle qu'il ne quittait jamais, qu'il avait toujours à son poignet, et qu'il adorait d'ailleurs. Il voit sa montre dans la gazette, et là c'est le choc. Il se dit là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce qu'elle nous raconte, c'est pas vrai. Mon père, en fait, avait toujours la montre au poignet, donc il part, il avait la montre au poignet, elle rentre, il ne rentre pas, mais la montre se retrouve dans une salle des ventes. Et les frères, qui sont des professionnels, constatent que non seulement la montre de Roger a été vendue aux enchères, mais que son stock de bijoux, ils reconnaissent des bijoux fabriqués par lui, très spécifiques. Tout ce stock de bijoux, on le retrouve dans les catalogues de la salle Drouot. On s'apercevra par la suite que les ventes étaient au nom de qui? Au nom de Fatima Aneshad. Le montant des bijoux qui ont été vendus par Fatima dans les semaines qui ont suivi la disparition de Roger Bindesson se chiffre à plus de 500 000 euros. Très rapidement, en un claquement de doigts, elle ferme les sociétés, une après l'autre. Les comptes de ces deux sociétés sont purement et simplement vidés. Elle fait des ventes au nom de la société, elle encaissera l'échec à titre personnel, etc., 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 etc. Dans les semaines, pour ne pas dire dans les jours qui ont suivi la disparition de Roger, Fatima a distribué à des gens de son entourage ses costumes de luxe, ses chemises, ses vêtements. Elle avait l'air déterminée dans le fait de liquider tous les biens de mon père, comme on dépouille un mort. Mais pourquoi donc Fatima se débarrasse-t-elle ainsi de tous les biens de Roger? Pourquoi même vendre tous ses bijoux personnels, même ses vêtements?
Elle dit en fait que ces ventes-là, elle les a fait au nom de mon père parce que mon père lui avait demandé de les faire et que mon père lui a demandé de les faire parce qu'il est en très très grand danger. Madame Achad va dire qu'elle fait l'objet d'un racket, que des gens ont été vus en bas de chez elle, qui lui ont réclamé 20 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros. Toutes ces sommes seront versées par Madame Achad avec le produit des ventes Drouot et toujours avec l'accord de Monsieur Bindesson. Roger, racketté par des truands, des dangereux? Enfin, c'est possible qu'il ait décidé de se mettre au vert. Le problème, c'est que c'est toujours Fatima, pas Karen, toujours Fatima qui a de ses nouvelles. Je pars à Deauville, un voyage qui était prévu en fait avant la disparition de mon père. Deauville, c'est 1 heure de Paris, 1h30 de Paris, c'est pas 8 heures de train. Et là, elle me dit, ah bah tu sais, c'est bête, quand tu étais à Deauville, ton père il est venu, il a dormi à Paris dans l'appartement. Je dis, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Je suis dingue d'inquiétude, je suis folle d'inquiétude, je veux voir mon père. Il a dormi là-bas, donc il est resté plus d'une journée. Et ça te paraît pas fou de ne pas m'avoir appelé? Je serais rentrée immédiatement. Et là, elle répond, mais tu sais, j'ai pas voulu t'inquiéter, et puis c'est lui. Et puis c'est toujours ça, c'était toujours comme ça. C'est lui qui m'a donné l'ordre de ne pas te le dire. C'est lui qui ne veut pas qu'on le retrouve. C'est lui qui. Je pense que Roger Bindesson, il veut protéger sa fille. Il se dit très bien que si sa fille est destinataire d'une quelconque information et que ça peut se savoir, ça peut la fragiliser et on peut s'occuper d'elle. Donc je pense qu'il prend le parti de la protéger complètement et de passer par Fatima. Elle prétend que Roger lui aurait donné rendez-vous à son atelier de la rue Lafayette. Il aurait pris des bijoux qui se trouvaient à l'atelier, serait parti, il aurait rejoint quelques heures plus tard à l'appartement rue Fraissinet. Il serait parti tôt le matin à 6 heures. J'étais hors de moi, je me dis c'est incroyable, c'est pas possible. Et là elle me dit mais enfin si, il a laissé un paquet de cigarettes et sa carte d'identité. Preuve que quelque part elle ne ment pas puisque c'est pas elle qui va l'amener, puisqu'elle ne fume pas et que mis à part lui, qui d'autre fume cette marque de cigarettes et d'autant plus venant d'Espagne. Ce paquet de cigarettes et cette carte d'identité seraient bien les preuves apparemment du passage de Roger à Paris. Fatima dirait donc la vérité. Tout de même, ce silence de son père taraude de plus en plus Karen. Un soir, je rentre du travail et je vois Fatima arriver. Et là, elle me dit mais tu sais, aujourd'hui, elle est très agressive. Elle me dit j'étais à Marseille voir ton père. Et là, pareil, je deviens blanche. On me disait mais comment t'es partie voir mon père à Marseille et comment tu ne me l'as pas dit? Mais j'aurais pris l'avion avec toi. Et elle me dit oui, mais tu sais très bien. Il ne veut pas, il veut pas te mettre en danger. Je dis mais je me serais cachée. Je sais pas, une perruque ou n'importe quoi, ou un manteau, n'importe quoi pour se camoufler et juste le voir. Fatima indique à la fin du mois de mai qu'elle a reçu un appel téléphonique de Roger qui lui demande de la rejoindre à Marseille pour lui remettre des vêtements et de l'argent. Et elle va descendre en catastrophe à Marseille où elle va lui remettre 80 000 euros. Et là où elle s'aperçoit que celui-ci est dans une situation toujours de fuite, de traque. Elle le décrit comme un homme qui avait changé de physionomie, qui avait le crâne rasé, qui était inquiet, qui se disait pourchassé et qui véritablement, avec une seule envie, c'était de fuir. Inquiétant ce que raconte Fatima, surtout très étonnant. Roger Bindesson, le joaillier parisien, le mondain, qui se retrouve du jour au lendemain au milieu d'une course-poursuite rocambolesque avec des bandits dangereux, ça semble sorti tout droit d'un polar, d'un film. Et si Fatima le remontait depuis le début, c'est vrai, à part elle, personne n'a le moindre signe de vie de Roger depuis son départ au Maroc il y a plus d'un mois. Question, Roger est-il toujours en vie? Un beau jour, Fatima rentre à la maison et dit « Tiens, j'ai eu ton père au téléphone, voilà l'enregistrement. » Donc je me précipite sur le téléphone et là j'entends une conversation très brève. Enfin, c'était
4 phrases échangées, oui, bonjour, allô chérie, comment ça va? Il y a de la grisaille sur la ligne, je t'entends pas très bien, on se rappellera un autre jour, au revoir, au revoir. Non, c'était pas... Mais peu importe les tenants et les aboutissants de la conversation. C'était la voix de mon père. Je ne pouvais pas nier ça. À des kilomètres, même s'il était loin, même s'il était éloigné, j'aurais reconnu la voix de mon père. Il y a un message qui va être donné par Fatima, qui est un message qui va permettre de calmer le questionnement qui est de plus en plus important, mais que l'on peut comprendre. Et à partir de ce moment-là, tout a basculé. C'est non seulement elle ne me ment pas, mais en plus c'était plus que tout, c'était mon père est vivant. Et là, c'est comme si un puzzle qui s'assemble en me disant, alors peut-être oui, il a des problèmes. Et là, je me dis, mais c'est pas bien ce que je fais, peut-être je l'inquiète encore plus. Effectivement, alors c'est peut-être vrai ce qu'elle dit, il y a peut-être des voyous. C'est-à-dire que ce message-là, il donnait de la crédibilité à tout ce qu'elle racontait. Alors moi, je ne l'ai pas entendu, ce message. C'est Raphaël qui l'a entendu. Il y a quelque chose qui le gênait dans le message. Dans un premier temps, il dit, c'est pas mon frère. Il voulait dire, c'est pas mon frère dans sa façon de parler. Il y a quelque chose qui va pas. Et à partir de ce moment-là, j'arrive à me désolidariser, en fait, même de mes oncles, où mes oncles me disent, ce message, il est suspect. C'est pas comme ça qu'il parle, c'est pas sa façon d'être. Je dis, mais c'est sa voix. Arrêtez de dire n'importe quoi, c'est sa voix. Mais vous êtes dingue ou quoi pour dire c'est pas lui, c'est sa voix. Je reconnais la voix de mon père. On décide de porter plainte et donc on y va, moi et mon compagnon Raphaël, le frère de Roger. On nous entend dans un premier temps, ensuite les enfants de Roger sont entendus. Et là, il se passe quelque chose qui n'est pas facile. On se trouve en porte-à-faux, nous, parce que d'un côté, les enfants disent mais non, c'est des histoires, c'est des affabulations en quelque sorte. Donc, quelque part, la police ne nous prend pas au sérieux. Et effectivement, pour les enfants, il n'y a pas photo. C'est Fatima qui a raison, leur père est vivant. Apparemment, ce message est la preuve formelle que Roger est vivant. Les enquêteurs creusent tout de même un peu, suite à la plainte des frères de Roger Bendesson, et ils vont s'apercevoir que Fatima est bien allée le voir à Marseille. Sur ce point, donc, elle n'aurait pas menti. Des recoupements ont permis de déterminer qu'elle était effectivement à Marseille ce jour-là. Elle est allée voir un certain Mohamed, le frère d'une de ses amies très proches. Et lui confirme qu'il a bien vu Fatima à Marseille, mais qu'il lui a juste tiré les cartes, les tarots de Marseille, pour voir son avenir. Là encore, cette personne a été entendue et elle le confirme. On est en parfaite transparence. Fatima Anchad, elle n'a rien d'autre à cacher. La seule chose qu'elle a à cacher à un moment donné, c'est son compagnon, mais non pas à la justice, mais aux créanciers qui veulent le tuer. Au fur et à mesure des mois en fait, qui passent, elle me dit que les conversations téléphoniques, quelque part, s'estompent. Jusqu'à un jour où il n'y en a plus. Elle va recevoir un appel de celui-ci qui lui dit qu'aujourd'hui, la case France, c'est terminé et qu'il ne peut plus revenir dans ce pays et qu'il préfère fuir. Et je pense qu'il a pris toutes les précautions nécessaires pour qu'on ne retrouve pas sa trace. Elle a tantôt prétendu qu'il avait fui au Brésil, tantôt en Afrique du Sud, tantôt qu'on l'aurait vu en Belgique. La seule chose qu'il ne peut pas faire, parce que c'est trop compliqué pour lui, c'est d'emmener Fatima avec lui. Et il ne peut pas le faire parce qu'il sait que Fatima, il en a besoin pour faire le tampon entre les uns et les autres, et il sait qu'il a besoin également de Fatima pour sa fille, qui sinon se retrouverait seule. Fatima et Karen se retrouvent donc seuls, abandonnés par Roger qui ne donne plus aucune nouvelle et en froid, avec la famille de Roger qui soupçonne toujours Fatima. Elle n'arrive plus à joindre les deux bouts et les fins de mois sont très difficiles. L'appartement de la rue Fraissinet où vivait la famille est un appartement luxueux avec un loyer onéreux. Et les dettes des loyers s'accumulent. Elles sont expulsées par huissier de l'appartement. Elles déménagent, entre guillemets, avec le matelas sous le bras. Et j'atterris dans une chambre de bonne de 8 mètres carrés avec elle. Et donc, c'était plus le faceux d'antan. Là, c'était une chambre de bonne de 8 mètres carrés où j'avais même pas la place de mettre un matelas. Sinon, je pouvais pas ouvrir la porte. Et j'avais une couette par terre sur le carrelage où on dormait toutes les deux à même le sol. Elles vivent dans une véritable promiscuité.
Karen travaille à l'époque comme serveuse dans un restaurant. Elle ne travaille pas, elle n'a jamais travaillé. Et puis quelque part dans l'éducation que j'ai, je me disais que bon, c'est pas elle à son âge, à 50 ans, de travailler, de faire quoi que ce soit. Donc pour moi, ça me paraissait logique, j'avais 27 ans. Karen lui donne 20, 30 euros régulièrement pour lui permettre de faire face à ses besoins de nourriture, d'habillement, ses besoins les plus élémentaires. Ok, j'ai eu tout ce que je voulais quand j'étais petite, même quand j'étais grande. Enfin, mon père il m'a gâtée pour gâter, mais il m'a montré dans la vie que c'était pas ça l'essentiel. Et heureusement qu'il m'a montré ça, parce que dans quel état je me serais retrouvée aujourd'hui. Donc il m'a appris que c'était pas ça la vie, quoi. Que la vie c'était se partager une boîte de conserve et s'aimer, et puis c'était tout, quoi. Pardon. Avec le temps, une relation de confiance, une relation étroite s'est instaurée entre la compagne de son père et Karen. Et c'est vrai qu'elle l'a considérée comme une mère de substitution. Fatima, elle était devenue un repère. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est du jour au lendemain, mon père, qui est la personne la plus importante pour moi au monde, de ne pas savoir où il n'est pas, de se dire il est peut-être mort, il est peut-être pas mort, on lui a peut-être fait du mal, et comment, et quoi, ou qu'est-ce, et ne pas savoir. À ce moment-là, j'ai plus mon père, j'ai plus rien. Si j'ai pas elle, j'ai plus rien. Pendant 5 années, Karen va se dévouer pour Fatima, et pendant ces 5 années, chaque jour, chaque instant, Karen se raccroche à l'espoir de voir son père revenir. Mais en 2007, cela fait 5 ans que Roger a disparu. Coup de théâtre, Mohamed, vous vous souvenez, le voyant qui, à Marseille, avait tiré les cartes à Fatima, c'était son alibi de l'époque. Cet ami rappelle la police, il dit « j'ai des révélations à faire ». Et il leur a dit, voilà, j'ai des remords, je n'arrive plus à dormir, je vous ai menti. Mais donc la police lui demande comment, pourquoi. Mais voilà, parce que j'ai dit que j'allais tirer les cartes de Fatima, etc. Mais en fait, elle est venue me voir avec des micro-cassettes de répondeurs pour que je lui fasse un faux. C'est-à-dire que Roger avait laissé des dizaines de messages lorsque personne n'était à la maison sur le répondeur téléphonique du téléphone fixe rue Fraissinet. Fatima a pris donc cette cassette avec tous les messages laissés par Roger et a demandé à Mohamed, qui est ingénieur du son de profession, de fabriquer un message aussi cohérent que possible. Ce message qu'elle fera entendre à Karen et aux autres membres de la famille, dans le seul but de les convaincre que Roger était toujours en vie. À ce moment-là, non seulement j'ai le ciel qui me tombe sur la tête, parce que je comprends à quel point j'ai été manipulée, mais en même temps j'ai le ciel qui me tombe sur la tête parce que je comprends que mon père il est mort et qu'il est mort depuis longtemps. Et je m'en suis voulu. Et là d'un coup on se remémore en fait tout ça, tous ces moments où de me dire elle a dormi dans mon lit, elle a partagé la même assiette que moi, elle m'a serré dans les bras, elle a fait tout ça et pendant ce temps-là elle avait tué mon père. Et c'est atroce. C'est atroce parce que tous ces moments-là, je ne pourrais jamais les enlever de moi. Mais elle a tué mon père. Pardon. Karen, elle est effondrée. Je crois que si elle n'avait pas cette force de caractère, elle se serait balancée. J'ai vécu avec la femme qui t'a assassinée. Et je suis allée travailler et ramener de l'argent pour qu'elle manque de rien parce qu'elle a cru à sa peine. C'est horrible. J'en ai la chair de poule pour elle. Il n'y a rien de pire, c'est 2 fois trahi, quoi. 2 fois trahir son père. C'est horrible. C'est un sentiment de culpabilité énorme. Toutes les raisons pour lesquelles je la croyais, je la défendais, reposaient sur une seule et unique chose, cet enregistrement-là. À chaque fois que j'avais un doute, qu'elle sentait le doute revenir, elle me dit « Mais enfin, tu l'as bien entendu, la voix de ton papa ». Donc elle m'a manipulée sur tout. Fatima est donc immédiatement placée en garde à vue. L'aveu de Mohamed oblige à reconnaître qu'elle a bien fait fabriquer cette fausse preuve. Mais dit-elle, je l'ai fait pour le bien des enfants, c'était pour les rassurer. Ce message est là pour rassurer tout le monde. Elle est
harcelée de questions, ce qui est légitime là, à ce moment-là par rapport à la famille. Parce que Karen, eh bien, c'est son père et elle a un lien fort qui l'unit à son père, et donc elle choisit ce procédé-là. C'est pas la meilleure chose qu'elle ait faite, on est bien d'accord. L'idée qu'elle a fait ça pour me rassurer, c'est ridicule. Si elle voulait vraiment me rassurer, mais qu'elle l'enregistre réellement, elle n'avait pas besoin de monter un faux. Elle l'aurait vu une fois à Paris, une fois à Marseille, elle l'aurait eu plus d'une cinquantaine de fois au téléphone. Et elle est obligée avec tout ça de faire un faux. D'engager un ingénieur du son pour faire un faux. Mais on prend les gens pour qui ? Finalement, les deux éléments, souvenez-vous, que possède encore Fatima pour faire croire qu'elle est la seule en contact avec Roger, ce sont la carte d'identité et le paquet de cigarettes espagnoles oublié, dit-elle. Mais ces preuves, comme le faux enregistrement, vont une fois de plus se retourner contre elle. Ce paquet de cigarettes a été prélevé, a été expertisé pour retrouver les traces ADN. Et les experts, dans leurs conclusions, disent les seules traces ADN que l'on retrouve sur ce paquet de cigarettes, ce sont les traces palmaires de Fatima Anechad. Ce qui montre qu'une fois encore, elle a tenté de brouiller les pistes. Pour moi, elle a déposé ces fausses preuves-là pour accréditer le fait que mon père serait venu à Paris à cette époque-là. Il y a seulement l'ADN de Fatima sur le paquet, mais ça ne prouve rien. L'ADN est un moyen de se faire une idée, mais ce n'est pas une preuve absolue. Et si elle a mis le paquet de cigarettes dans son sac et que, en le mettant dans son sac, ça se soit frotté et que l'ADN est disparu, il est où le problème? Ça ne prouve pas que M. Bendesson ne lui a pas donné, ne l'a pas touché. Ça ne prouve rien du tout. En revanche, ça prouve que Fatima l'a eu. Cet ADN de Fatima n'est pas le seul élément à charge. Les enquêteurs vont partir au Maroc sur les dernières traces de Roger à Ceuta, la frontière entre le Maroc et l'Espagne. C'est l'endroit où Fatima affirme avoir quitté Roger. On retrouve l'affiche qui indiquerait le passage de Roger vers l'Espagne. Problème, sérieux problème. Ce document est écrit de la main de Fatima et non de celle de Roger. Alors, Fatima aurait-elle, une fois encore, fait un faux pour démontrer que Roger était bien en vie? Ce n'est pas tout, les enquêteurs vont comprendre où peut-être est passé tout l'argent des bijoux de Roger. Lors de la perquisition de la chambre de bonne de Karem et Fatima, ils vont découvrir des écrits en arabe. Ce sont des titres de propriété au Maroc au nom de Fatima. Dans la période qui a suivi la disparition de Roger Bendesson, Fatima, qui se disait totalement désargentée, a eu la possibilité de faire l'acquisition d'immeubles, de terrains au Maroc, ce qui montre bien qu'elle a été capable de jouer un double jeu auprès de ses proches. Elle achetait des appartements, elle achetait des terrains, elle achetait des maisons, tout allait bien pour elle. Pendant que moi, je me crevais la santé à travailler pour payer une chambre de bonne et pour qu'on ait à manger dans l'assiette toutes les deux et pour qu'on soit en bonne santé. Vous avez de l'argent sur votre compte et vous êtes capable de vivre des mois comme ça, comme un rat, en cachant que vous avez de l'argent. Mais qui peut avoir cette patience-là? Elle est restée jusqu'au bout pour que Karen n'ait aucun soupçon. Comment on peut être cruel à ce point-là? Comment on peut se jouer des gens à ce point-là? Comment on peut faire ça à un être humain? Mais il ne faut pas avoir d'âme, il ne faut pas avoir de cœur, il faut être la personne, le diable incarné pour faire des choses comme ça. Si Fatima a menti sur tout depuis le début, elle a peut-être un rôle dans la disparition de Roger. Qui est cette femme, mystérieuse finalement, de 57 ans? On va alors fouiller la vie de Fatima et on va faire une découverte stupéfiante. 20 ans auparavant, en 1980, son premier mari a lui aussi étrangement disparu sans laisser aucune trace. Qui était cet homme? L'histoire commence en 1969 au Maroc. Là, j'allais dire, c'est la genèse de l'histoire de Madame Fatima Anechad. C'est que celle-ci était sur une plage d'Agadir, je crois. Elle avait 16 ans ou 17 ans, elle était donc très très jolie. Et il y a la rencontre avec ce monsieur Cronier qui, à l'époque, est chanteur.
et qui commence à avoir un certain succès. Il fait les avant-premières de, je ne sais plus si c'est Claude François ou d'autres chanteurs yéyés de l'époque. Il a fait la première de Claude François, il a fait la première de Enrico Macias, et il a connu à l'époque Antoine et Jacques Dutronc. Il part au Maroc pour aller au Club Méditerranée en tant qu'animateur, si vous voulez, avec le piano comme il chantait, qui savait jouer un peu tous les instruments. Donc il part au Club Méditerranée à Agadir, et c'est comme ça qu'il rencontre Fatima. C'est le coup de foudre, et il en tombe extrêmement amoureux. Et il tombe amoureux d'elle, et c'est lui qui va l'emmener en France. Fatima quitte donc son Maroc natal pour suivre Michel. Le couple se mariera, 6 ans plus tard d'ailleurs, en 1975, à Saint-Tropez. 2 petites filles vont naître, Myriam puis Sabine. Quelques années de bonheur. À partir de mai 1978, c'est la crise. Fatima trompe Michel avec son patron. Michel alors décide de partir vivre à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Et il emmène avec lui ses 2 filles. J'apprends après, par mes parents aussi, que Fatima va aller le rejoindre pour essayer de recoller les morceaux. Et c'est là où elle le rejoint, non pas pour reprendre la vie commune avec lui, mais pour prendre les enfants et repartir en France. Et là, plus de nouvelles de Michel Cronier. Plus personne n'aura le moindre signe de vie, ni ses parents, ni ses sœurs. Plus de nouvelles de Michel. Alors ce qui est très étonnant de lui, c'est qu'en étant loin ou près, il appelait toujours mes parents pour un anniversaire, pour Noël, pour jour de l'an, etc. Et là, le jour de l'an, le Noël passe, le jour de l'an passe, et mes parents n'ont toujours pas de nouvelles. Michel Cronier, tout comme Roger Bendesson, ne laisseront aucune trace. Alors on aurait pu espérer une trace administrative, une ordonnance médicale, par le biais de la sécurité sociale. Jamais la moindre trace depuis la disparition de Michel, jamais la moindre trace depuis la disparition de Roger. Mon frère avait quand même dit à mes parents une phrase qui les avait un peu interpellés, c'est qu'il leur avait dit, la dernière fois qu'il les avait au téléphone, je regarde la liste des passagers qui atterrissent tous les jours parce que j'ai peur. De qui Michel avait donc si peur? De Fatima, qui lui en voulait d'être partie avec ses filles? Qui sont ces passagers qui ont atterri en Guadeloupe la semaine de la disparition de Michel? On ne le saura jamais, car la liste des passagers a été perdue. Bref, toujours est-il que Fatima récupère ses filles en Guadeloupe et Michel disparaît dans la foulée. Qu'est-il donc arrivé à cet homme? Mes parents sont persuadés que mon frère s'est suicidé. Persuadée parce que Fatima, en fait, arrive à les convaincre. Donc elle a des rapports avec eux, elle leur explique donc qu'il est déprimé, qu'il est malade. Et puis elle entretient ça auprès de ses proches, en fait. Et elle continue à rester dans le sillage de sa famille à lui, comme elle est restée dans notre sillage à nous. Et puis un beau jour, ils sont allés dans la boîte aux lettres et ils ont trouvé une lettre qui était écrite de la main de mon frère. Et donc là, dans cette lettre, il leur fait entendre que peut-être qu'un jour, il fera un grand plongeon ou le grand saut. Ce qui surprend le plus, c'est que cette lettre n'est pas oblitérée et que donc elle a été déposée par quelqu'un dans la boîte aux lettres. Et moi, vous savez ce que j'ai dit à mes parents? J'ai dit, c'est Fatima qui l'a déposée. Alors j'ai eu mes parents qui m'ont dit, mais pourquoi elle aurait fait ça? Alors je leur ai dit, mais ça accrédite tout à fait ce qu'elle vous dit, c'est-à-dire que Michel est déprimé, Michel est malade, Michel a plus le moral et Michel se supprime. C'est un artiste qui avait l'habitude de coucher sur le papier ses sentiments. Lorsqu'il avait le vague à l'âme, lorsqu'il était heureux, il avait cette habitude d'écrire. Ce que je pense, c'est que quand Fatima est venue là-bas, elle a trouvé cette lettre sur la table qui traînait, elle l'a prise et ça faisait un alibi de plus, quoi. Il y a des similitudes absolument troublantes dans les 2 affaires. La fausse lettre déposée dans la boîte à lettres des parents de Michel, le faux message que Fatima fait entendre à Karen et à son frère. On constate qu'effectivement, on retrouve le même schéma 20 ans plus tard. Elle s'est conduite avec la famille Cronier comme elle se conduira avec la famille
Bendesson. Donc ce qui fait que les années passent et que papa va déposer uniquement au commissariat un avis de recherche dans l'intérêt des familles, parce que pour eux, ils sont persuadés effectivement que Michel s'est supprimé, s'est suicidé. Il est parvenu à les endormir, il est parvenu à les anesthésier, et aucune plainte n'avait été déposée à ce moment-là. Mais l'évocation de ce premier dossier, c'est une tromperie, c'est une tricherie, c'est une supercherie, c'est malhonnête, c'est malhonnête. Les enquêteurs veulent faire absolument de Fatima Anchad une coupable. D'accord? Ils n'apportent rien dans leur besace sur la culpabilité de Fatima Anchad, sur la disparition de M. Bendesson. D'accord? Et comme ils n'ont rien trouvé, d'accord, parce qu'il n'y a rien à trouver, ils vont chercher la disparition de M. Cronier il y a plus de 20 ans, qui n'a donné lieu à aucune enquête, dont tout le monde savait qu'il était dépressif, pour essayer de lui mettre sur le dos en disant « Vous voyez, il n'y a pas de fumée sans feu ». Mais c'est honteux. Pour sa famille, Michel ne se serait jamais suicidé. Plus de 30 ans maintenant ont passé, l'affaire est aujourd'hui prescrite, aucune charge ne peut donc être retenue contre Fatima dans la disparition de Michel. En revanche, sur la disparition de Roger Bendesson, les éléments à charge étaient suffisants pour justifier sa mise en détention. Fatima va donc faire 9 mois de détention provisoire avant d'être remise en liberté en 2007, mais sous contrôle judiciaire. Et si Fatima a pu être libérée, c'est que quelqu'un a payé sa caution. 60 000 €, c'est une grosse somme. Qui est ce quelqu'un, ce nouvel homme qui apparaît dans la vie de Fatima? Il s'appelle Jérôme, il a 48 ans. C'est le fils d'un riche industriel français, une fortune estimée à plus de 20 millions d'euros. Il était marié, cet homme, et père de famille depuis plus de 20 ans, lorsqu'un matin de 2005, du jour au lendemain, il disparaît en quelque sorte. Il ne va plus donner la moindre nouvelle à sa femme. Ce jour-là, quand il est parti, le soir est arrivé et pas de nouvelles de Jérôme. Il n'appelait pas, je l'ai appelé, il ne répondait pas. J'étais en souci parce qu'il était parti bien habillé, il était parti avec sa carte bleue, il était parti avec un portefeuille rempli de billets de 500 €. Il ouvrait le portefeuille n'importe où, quelque part. Il était quand même en danger. J'ai craint le pire. Je me demandais où est-ce qu'il était passé. Une nuit, vers minuit, enfin, quelqu'un répond sur le portable de Jérôme, mais ce n'était pas Jérôme. C'était une fille complètement hystérique qui me disait « Ton mari, c'est plus ton mari, c'est le mien maintenant ». Je ne comprenais pas ce que c'était. Je lui dis « Qu'est-ce que c'est que cette fille? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qui c'est ?» Il est avec une fille en pleine nuit. Pour Linda, c'est le choc brutal, soudain. Son mari l'a quittée pour une autre femme. Qui est donc cette femme? Elle s'appelle Sabine, elle a 32 ans et c'est la fille cadette de Fatima et de Michel Grenier, son premier mari. 3 mois vont passer, Linda va découvrir que son mari s'est installé dans leur château en Normandie avec Fatima et sa fille Sabine. Alors Linda décide d'y aller voir. J'ai été sans nouvelles de Jérôme depuis environ peut-être même 2-3 mois. Et un jour, je vais au château et là, je m'aperçois que Fatima s'est installée, que Sabine s'est installée et que Sabine, elle est enceinte. Et là, elle me provoque avec son ventre. Je me sens pas bien. Je vais à la cuisine pour prendre de l'eau et je verse de l'eau. Et à ce moment-là, je vois une main qui me prend mon verre, qui le casse dans l'évier et qui prend un morceau, qui le met sous la gorge, qui me dit ton mari, c'est plus ton mari, va-t'en d'ici, je veux plus te voir, on veut plus te voir ici, t'es plus la bienvenue, tu n'habites plus ici. Ça a été mon premier contact physique avec Fatima. Des menaces de mort. Linda se retrouve du jour au lendemain chassée de l'existence de l'homme dont elle partageait la vie depuis plus de 20 ans. Elle ne sait rien du passé de Fatima, mais elle sent tout de suite que son mari est victime de 2 femmes qui n'en veulent en fait que son argent. Ce qui est grave, car Jérôme est un être vulnérable, longtemps placé sous curatelle. L'argent a commencé à disparaître. Il s'est mis à beaucoup dépenser. Il y avait des sommes comme 5 000 € qu'il envoyait sur le compte de Sabine.
Fatima avec la grosse Mercedes, des bijoux, des vêtements. Elles ont fini par savoir que mon mari, il était quand même à la tête d'une quinzaine de millions d'euros. Et ça, Fatima n'est pas une maîtresse d'amour, Fatima est une maîtresse d'argent. Fatima, c'est une grande spécialiste pour expliquer à ses filles, tu sais, pour garder tel mec, il faut tout de suite te faire un enfant. Et surtout, si le mec était riche, bien entendu. Hein. Ce n'est même pas Sabine avec son ventre rond qui a mis le crapin sur mon mari, c'est Fatima qui s'est servie de sa fille pour la mettre enceinte pour avoir davantage de prise sur mon mari. C'est en 2005 que Jérôme a rencontré Sabine. Depuis, le couple a eu 3 enfants. Jusqu'à présent, Linda, pour en quelque sorte protéger son mari, avait toujours refusé le divorce jusqu'au jour où, en feuilletant par hasard un magazine, elle découvre qui est vraiment Fatima. Donc, qu'elle avait raison de vouloir protéger son mari. Et là, j'ouvre le magazine, et qu'est-ce que je vois? La photo de Fatima, les maris disparus de Fatima, la veuve noire, qu'elle a fait disparaître des hommes. Et là, vraiment, j'ai vu à quel point mon mari était en danger. Apparemment, ce que j'ai compris, c'est que Fatima, elle était à nouveau en chasse et que le gibier était mon mari. D'abord, il n'y a pas de procédure Vartet, donc M. Vartet est en vie. Cette rencontre amoureuse entre M. Vartet et une des filles de Fatima Anchad n'a rien à voir avec le dossier. Donc je n'en parle pas, ça n'a rien à voir. Et ces élucubrations que j'ai suffisamment entendues me font aujourd'hui doucement sourire. Jérôme est propriétaire d'un immeuble à Passy. J'ai appris que cet immeuble était en vente. L'immeuble est estimé donc à 13 millions. Et apparemment, ça a l'air d'intéresser Fatima. On a décidé de déposer une plainte pour abus de faiblesse. Parce qu'à ce moment-là, on était crédible. On a pu s'opposer à la vente de l'immeuble. À ce moment-là, j'avais quelques armes contre Fatima, contre ses filles, en disant le jour où je suis divorcée, le jour où mon mari vend l'immeuble, c'est un homme mort. Ce qui est tout de même étonnant, c'est le destin étrange des hommes qui ont rencontré Fatima Anchad. Mais qui est donc cette femme finalement? Aujourd'hui, elle se refuse à parler par peur d'en dire trop? C'est véritablement une force de persuasion toxique. C'est quelqu'un qui est capable de vous faire prendre le jour pour la nuit ou réciproquement. En fait, c'est une femme qui, à chaque fois qu'elle est au pied du mur, qu'elle est acculée dans certaines questions, elle répond par un mensonge. Donc elle invente une nouvelle histoire. C'est comme une araignée en fait qui tisse sa toile. Donc elle a toujours un nouveau rond, une nouvelle toile. Et quand il n'y a plus de mensonge, on retire un fil et on refait le tour. Et quand il y a plus, et elle se referme comme ça sur les gens. Fatima Anchad est un véritable personnage de roman noir. C'est vraiment un crime parfait qu'elle a reproduit à 2 reprises. 2 maris qui disparaissent comme ça, dont on n'entend plus jamais parler, mais dont on ne retrouve pas la moindre trace. Effectivement, il faut un véritable savoir-faire. Sur ces 2 crimes parfaits, je suis désolé que Alfred Hitchcock soit décédé. Parce que ça aurait fait une belle fiction. Fatima, c'est une personne très dangereuse. Je ne comprends pas, on ne comprend pas qu'elle soit encore en liberté. C'est pas possible. Mais elle était prête de recommencer avec mon mari. Si je m'étais dit à ce moment-là, bon, bah, voilà, mon mari s'est trouvé une autre, ok, je ne vais plus le voir, il serait déjà disparu, mon mari. Il serait déjà tué, comme les autres. Ça, c'est certain, j'en suis certaine. On a voulu bâtir une histoire criminelle, et cette histoire criminelle, elle n'existe pas. La traiter de veuve noire, c'est honteux. C'est honteux. C'est déjà lui donner le nom d'une culpabilité. C'est de dire, voilà, elle est coupable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la veuve noire, c'est toutes ces années d'enquête, toutes ces années d'instruction qui n'ont rien donné, pas le début d'indices. C'est vrai, pas de corps, pas de preuves. C'est d'ailleurs pour cette raison que Fatima Anchad, toujours sous contrôle judiciaire, n'a pas encore été jugée. Comme si le juge attendait de recevoir des éléments enfin plus concrets de culpabilité pour l'envoyer devant une cour d'assises. Mais pour Karen, c'est une certitude. Fatima, c'est l'assassin de son père. Fatima savait
qu'il voulait se séparer d'elle à très court terme. Elle savait que cette vie dorée risquait de prendre fin, et le fait de le faire disparaître lui permettrait, comme on l'a vu, de s'emparer de tous ses biens, de tout son patrimoine, et d'en profiter. C'est une fable. Et j'insiste sur les recherches extraordinaires, hallucinantes qui ont été faites au Maroc. On a retourné tous les terrains qui appartenaient à la famille de Fatima. C'est-à-dire, on a fait venir des ingénieurs, on a fait venir des pelleteuses pour vérifier si on ne trouvait pas le corps de Roger Bindesson. On est allé ensuite jusqu'à expertiser, passer au Blue Star, pour voir si on ne retrouvait pas une goutte de sang qui appartiendrait à Roger Bindesson. Ça s'est multiplié, ces procédures-là, toujours à la demande de la partie civile. Toutes les demandes de la partie civile ont été exaucées par le juge d'instruction. Et tant mieux. Elles sont toutes rentrées négatives. Toutes. Ce n'est pas à moi de rapporter la preuve de l'innocence de Fatima Enchad, qu'on vienne apporter la preuve de sa culpabilité. C'est ça le droit. Si j'avais l'ombre d'un doute, ça lui aurait bénéficié. Quand j'ai eu un doute, ça lui a bénéficié. Pour elle, encore aujourd'hui, pour elle, il est toujours en vie, Roger. Pour elle, il est toujours en vie. Roger, il n'a fait que disparaître. Si Maître Garbarini affirme que mon père il est en vie, il a qu'à me le trouver. Il a qu'à me l'amener. Parce qu'il affirme beaucoup de choses, Maître Garbarini. Il est où, mon père? Elle a tué mon père. Elle a tué mon père. 12 années, 12, se sont écoulées depuis que Roger a disparu. S'il était vivant, n'aurait-il pas, par un simple signe, un simple mot, déjà apaisé la douleur de sa fille? Aujourd'hui, je n'ai pas de sépulture pour mon père. Je n'ai pas pu enterrer mon père. Aujourd'hui, j'ai besoin que la justice, elle me rende ça. Que la justice, elle me donne ce procès que j'attends. Ce procès qui, pour moi, symboliquement, sera la seule manière d'enterrer mon père. C'est littéralement une plaie béante qui ne parvient pas à cicatriser, qui ne parvient pas à se refermer. Vivre, c'est douloureux. Dormir, c'est douloureux. Dormir, quand je ferme les yeux et d'entendre mon père hurler la nuit, parce que je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait. Je sais qu'il est mort, je sais qu'ils l'ont tué, mais de quelle manière? S'il a souffert, s'il a été torturé, de savoir que moi je peux encore vivre pendant que lui ne peut plus. C'est douloureux. Ce que je ne veux pas qu'on oublie de mon père, c'est que c'était un père extraordinaire. Et que si aujourd'hui j'ai le courage de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'il le méritait. Et si je peux faire ne serait-ce que le quart de la moitié de ce qu'il m'a donné dans la vie, eh ben, je ne serais pas passée à côté de lui. Le souvenir de son père, c'est pour Karen comme une ombre, une silhouette imprécise, près d'elle, toujours présente, douloureuse. Allons, si aujourd'hui Roger vivait, aucune peur ne l'empêcherait d'embrasser sa fille. Or, depuis 12 ans, la joue de Karen reste froide.